Il est 5h05, on y va, on démarre. Bonjour à tout le monde, tous ceux qui nous ont rejoints. Hein, c'est sympa de voir un petit peu toutes ces personnes regroupées là ce soir avec nous. Merci de nous suivre pour ce moment d'échange. Je crois qu'en ce moment, on a tous un peu besoin de multiplier les échanges et les moments de partage un peu comme cela. On s'est tous un peu habitués à discuter avec nos écrans, mais on sait qu'en face, voilà, il y a du monde, il y a ceux qu'on voit, ceux qu'on ne voit pas, mais on sait qu'on est nombreux là dans ce moment de partage. Ça fait un peu plus de 6 semaines qu'on est confinés et donc nous, on échange régulièrement entre collaborateurs de Maltem et d'Omnilog et entre agilistes en particulier, puisque moi je suis responsable du pôle agilité au sein d'Omnilog et plus généralement au sein du groupe Maltem. Et dans nos échanges récents, on a eu envie effectivement d'échanger un peu plus largement avec vous autour de la question de l'agilité, mais plus globalement du fonctionnement de nos équipes agiles depuis quelques semaines et depuis qu'on nous a imposé à tous un petit peu ce mode de travail à distance. Donc, on est 4 aujourd'hui, moi uniquement pour animer. Je vais rapidement donner la parole à Maha, donc, qui est collaboratrice de Maltem et qui est Scrum Master au sein de la BNP, à Julien, qui est d'Omnilog et qui est Scrum Master pour Le Parisien, et à Maxime, qui est aussi d'Omnilog et qui est Scrum Master chez TF1. Donc voilà, donc on a 3 retours d'expérience qui vont pouvoir nous éclairer sur ce qui se passe depuis quelques semaines sur leurs projets au sein de leurs équipes. On est parti on a à peu près 45 minutes, je pense, d'échange, et puis derrière, un temps de questions-réponses, avec le temps que vous voulez. On n'est pas spécialement pressé. On n'a pas prévu de sortir ce soir, donc on pourra discuter un petit peu. On a mis en place, dans les outils qu'on va vous présenter, on a mis en place un petit board que je vous partage. Voilà, sur un outil qui s'appelle FunRetro, qui est utilisé par certaines équipes. Et je vais donc vous partager le lien de cet outil-là directement dans le chat du webinar. Et vous allez pouvoir contribuer pendant le webinar pour nous donner un peu vos feedbacks sur ce que vous appréciez dans l'échange, ce que vous n'appréciez pas, éventuellement des propositions, des sujets à creuser qu'on pourra peut-être approfondir, soit en fin de webinar, soit peut-être ça donnera carrément l'occasion d'un autre rendez-vous pour compléter un petit peu ce qu'on partage aujourd'hui. Donc n'hésitez pas, pendant que vous écoutez, à contribuer sur FunRetro. Ça permet de découvrir un outil aussi. Et puis, on verra en fin de présentation comment on peut voter aussi sur un certain nombre de points qui auront été remontés. Allez-y en toute franchise, hein, il n'y a aucun souci là-dessus. On met ça à disposition effectivement pour avoir vos feedbacks. Alors, quand même que je revienne ici, que je récupère le lien que je veux vous partager. Hop. Je vais bien vous récupérer pour enlever le partage. Alors, j'ai perdu la barre de navigation. Tac, tac. Voilà.
Donc, je mets ça effectivement. Voilà, je vous partage le lien dans la partie conversation. Et on va revenir. Je vais arrêter mon partage. Voilà, désolé, ça m'a pris un petit peu de temps. Je reviens. Donc voilà, on va démarrer vraiment maintenant dans le vif du sujet. Donc, ce qu'on va échanger, on va surtout se focaliser sur ce qui s'est passé depuis le 16 mars, puisque le 16 mars, on nous a tous imposé un petit peu de rester à la maison en télétravail et confiné. Le télétravail, c'est pas vraiment nouveau, hein, ça fait quand même maintenant quelques années qu'on en parle, qu'on le met en place sur certains projets, de plus en plus. Ce qui était vraiment nouveau, c'est 100% des membres d'une équipe en télétravail, 100% du temps, c'est-à-dire toute la semaine en télétravail, et du télétravail confiné. Donc, ça change quand même, plutôt d'un point de vue personnel, ce qui se passe dans l'organisation des personnes. Le confinement, c'est effectivement privation de liberté, une vie sociale qui change, moins de loisirs, la cohabitation familiale, etc. Donc, pas mal de choses qui peuvent aussi impacter l'organisation du travail de manière individuelle, mais forcément un peu collective aussi. À ce moment-là, au moment du confinement, on a eu aussi effectivement quelques arbitrages de projets. Donc, nos clients étaient amenés à prendre des décisions, de suspendre certains projets, d'en ralentir certains autres. Mais heureusement, une grande majorité des projets ont continué depuis le 16 mars. Et voilà, et c'est ce qui nous permet aujourd'hui de vous partager la vie des projets, en tout cas de 3 projets qui n'ont pas arrêté du tout, sont à 100% depuis le 16 mars. Et on va voir un petit peu ce qui s'est passé après cette période où il y a eu un peu de rodage au début sur les 1-2 semaines pour un point de vue technique, le matériel, les accès, le VPN qui merde un peu, mais ça, tout ça est assez vite rentré dans l'ordre, c'est ce qu'on va en tout cas échanger. Donc, on va commencer à effectivement faire un petit peu le tour de nos intervenants. Je vais commencer par toi, Maha, sur une première question. En tout cas, c'est qu'est-ce qui s'est passé pour toi à partir du confinement? Donne-nous un petit peu le contexte de ton, voilà, de ton projet et de ton environnement client. Justement, on va commencer déjà par le contexte avant même le confinement. Donc, je suis chez BNP et on est une équipe d'une vingtaine de personnes sur un ensemble de produits. Et du coup, on a la chaîne end-to-end du produit. Donc déjà, les éléments favorables en général, c'est qu'on se connaît depuis 2 ans. On est sur ce produit-là et on a déjà notre organisation qui est mise en place et bien rodée depuis 2 ans. Le contexte de confinement. Donc déjà la semaine avant, on commençait un peu à avoir des échanges, comment on peut adapter un peu nos modes de fonctionnement. On avait des consignes de réduire par exemple le nombre de personnes dans une réunion, pas plus de 3 personnes, un peu plus de distance. Donc ça nous a amené déjà à commencer à mettre en place tout ce qui est conférences, enfin les conférences Skype pour nos rituels, toutes les invitations en ligne. Et aussi à penser à notre management visuel, parce que l'une des points forts, on va dire, de notre plateau et notre open space, c'est qu'on a vraiment un management visuel qui illustre toute la chaîne du produit, du story mapping, les différents Kanban. Et du coup, il fallait retrouver du coup comment schématiser tout ça. Et c'est là où on a commencé à mettre. Déjà, on avait tout ça sur Jira, mais ce n'était pas forcément à jour, parce qu'on était plus dans le concret, dans le réel de notre vie de tous les jours. Et donc là, c'était plus se mettre à jour du coup les Kanban. Chacun a pris les US pour les mettre au bon état.
Après la journée du 16, du coup, le lundi, l'annonce qui vient et là, on était tous, chacun, du coup, chez lui. Au départ, bien évidemment, donc il y avait les problèmes de VPN, les accès, enfin ça, c'est au niveau de BNP d'une manière, globale, on n'était pas encore mature pour lancer tout le monde en télétravail au même moment. Donc les astuces, c'était déjà de se retrouver, de ne pas être perdus chacun dans notre coin. Donc on avait des petits groupes, WhatsApp, pour échanger, Zoom aussi, sur nos PC perso parfois. Et après, donc, durant la première semaine, il y avait quelques problèmes de connexion, le temps que tout le monde retrouve les accès, tout ce qu'il faut pour rétablir du coup le fonctionnement normal au niveau de l'équipe. Ok, très bien. Julien, au Parisien, je crois que vous étiez un peu rodé. On était plutôt rodés. En fait, on a une équipe déjà d'une bonne vingtaine de personnes en comptant les devs, le produit, les QA, le projet. On a déjà quelqu'un qui est full en télétravail parce qu'il travaille à Strasbourg. Et on a aussi 2-3 personnes qui, de temps en temps, prennent des journées de télétravail. Donc, je ne dirais pas qu'on était habitués, mais voilà, on sait faire face à ça. On avait, je dirais entre guillemets, aussi un deuxième avantage, c'est qu'on a été pas mal perturbés pendant les grèves. Donc, il a fallu s'adapter pendant tout ce moment-là où il y en a plein qui ne pouvaient pas venir. Donc, on avait déjà commencé du télétravail. Nous, le timing était un petit peu embêtant parce qu'en fait, on a commencé le dimanche 15 parce qu'on avait le premier tour des élections. Donc, on a dû se préparer un max dès la dernière semaine pour être prêt pour le dimanche soir. Mais au final, on a dû régler quelques petits problèmes d'accès. Donc, on avait déjà essayé de faire un focus sur l'équipe qui allait bosser sur les élections pour qu'ils aient tous les accès. Après, on a été un petit peu plus short sur les derniers qui étaient arrivés, mais ça n'a pas énormément changé nos habitudes. On était déjà assez prêt pour ça. Et contrairement à Maha, nous, on utilisait déjà nos boards Jira, on avait pas mal d'écrans et pas mal de management visuel qu'on fait tourner en fait sur des écrans. Donc, on avait déjà un peu tous ces éléments-là de notre côté. Ok. Et chez TF1, Maxime, Chez TF1, bah, je vais rejoindre ce qui s'est dit avant, c'est-à-dire que on a commencé le télétravail une semaine avant. Voilà, par anticipation, on avait commencé. Je dirais quelque part qu'on a eu, entre guillemets, la chance d'avoir les grèves avant qui ont permis de mettre en place tous ces outils. Ce qui fait que au début du confinement, finalement, en termes d'outils, on était déjà bien équipés. On a pu rapidement se mettre en place et être très rapidement opérationnel. Après, ce qui a changé, c'est plus au niveau des attentes, que ce soit client ou au niveau de l'équipe, avec au début un besoin d'être assuré et plus de communication écrite, ce qui était l'un des principaux défauts avant, où on avait beaucoup d'échanges qui se faisaient à l'oral, on se déplaçait d'un bureau vers l'autre. Il a fallu trouver une autre solution et c'était plus possible de se déplacer. Donc voilà, c'est essentiellement au niveau des méthodes de communication et l'importance de garder un lien avec tout le monde, que ce soit dans l'équipe ou avec les équipes avec lesquelles on est amené à travailler. On verra, mais effectivement, ça a quand même été l'occasion de mettre en place des nouveaux outils en plus et d'en tester d'autres. effectivement, voilà. On parlera des outils et un petit peu de l'évolution des rituels un petit peu plus tard. Du coup, là, ce qu'on se dit, c'est bon, les équipes étaient relativement prêtes, les contextes de projet aussi. Donc, ça a permis de basculer rapidement du jour au lendemain et avoir une continuité dans l'activité des équipes et des projets. Maintenant, on a un peu plus de recul. On en est à 6 semaines. La question, c'est là, c'est quoi vraiment les changements constatés depuis 6 semaines par rapport à ce qui se passait avant avec du travail au bureau, un peu de télétravail, etc. Mais là, voilà, c'est quoi les principaux changements que vous avez pu constater? Julien, je te laisse répondre à la question. En fait, aux Parisiens, on a bénéficié aussi d'un contexte qui était qu'on devait réorganiser l'équipe en feature team. On aurait dû le faire normalement là, début avril. Du coup, on n'a pas pu mettre ça en place, mais on a essayé de tourner un peu autour de cette idée-là. Et en fait, on a divisé un peu l'équipe sur 4 grands sujets, 4 grands produits, entre guillemets. Et on a
plus ou moins mis des personnes plus ou moins dédiées sur ces sujets-là. Mais du coup, voilà, au lieu de faire un peu tout, on s'est focusé sur ces 4 grands streams. Et derrière, on a découlé sur pas mal de communication sur Slack. Du coup, le principe, c'était en gros d'avoir un channel un peu high level, plus de com pour le produit, les stakeholders, sur l'avancée de ces 4 streams. Et après, derrière, ce qu'on fait, c'est que généralement, sur des features ou des trucs beaucoup plus petits, on se fait des espèces de channels temporaires où on met les quelques personnes qui sont connectées. En fait, le grand changement, c'est comment bien faire passer la com et ne pas perdre d'infos. Et je dirais l'autre gros changement, c'est que pour éviter de passer notre montant, en tout cas, sur les boards, on a plugué pas mal de petites notifs entre Slack et Jira, ce qui nous permet d'éviter de perdre. C'est un peu ce côté de ne pas perdre de l'information et que les gens soient notifiés de ce qui se passe. Donc voilà, on a essayé de mettre en place ce genre de choses-là de notre côté. Ok. Maxime, tu veux répondre à la même question? Oui, effectivement, de notre côté, comme je le disais tout à l'heure, c'est d'abord un changement au niveau de la communication, avoir plus d'écrits et s'assurer que tout le monde soit informé. Donc plus de mails et peut-être un peu plus de formalisme dans certaines communications. Et garder un lien, que ce soit avec les membres de l'équipe ou avec les autres équipes. C'est autant un point qui s'est montré important parce que je pense que tous, autant que nous sommes enfermés chez nous, on a besoin de discuter un peu, d'échanger. Et en même temps, il y a ce besoin d'être assuré, de voir que les choses avancent et que c'est de montrer que c'est pas parce qu'on est chez nous que la productivité est en baisse. Le dernier constat surtout, c'est les horaires plus étendus. Non pas parce qu'il y a une plus forte demande ou une plus forte exigence, mais simplement parce que on est chez nous, on n'a pas nos horaires de transport habituels et ce temps qu'avant on passait dans le transport, je crois qu'on passe maintenant à continuer de travailler et à ne pas voir le temps passer. Et voilà, c'est les principaux changements. C'est la passion là qui parle. Certainement. De ton côté, Mara, quels sont les principaux changements que tu as pu constater? Moi, je dirais plus des adaptations. Il n'y a pas eu vraiment un changement radical parce que l'organisation était déjà en place. Donc, c'est plus le fait de passer les rituels en mode digital. Sinon, les adaptations, c'était surtout, comme je disais tout à l'heure, le fait d'avoir le management visuel sur Jira. En fait, la force des managements visuels en général, c'est la transparence. C'est qu'en fait, d'une seule vue, on peut avoir tout le produit, que ce soit au niveau du sprint ou même au niveau de la release, et que tout le monde soit toujours tout le temps informé par rapport à l'avancement de tout le monde. Et du coup, sur Jira, c'était plus trouver les features ou les astuces qui mettent en place ou en valeur en fait, ces points-là. Au-delà de la communication, là, je rejoins justement la partie canaux, c'est-à-dire le fait de bien structurer les échanges, que ce soit par sprint ou par US ou ainsi de suite. Donc, c'était sur Jira. Et moi, ce que j'avais partagé aussi avec l'équipe et ce que je ressens au niveau de l'équipe, et ça, c'est plus un changement, on va dire, humain, parce que c'est avant tout, on est dans un cadre professionnel, mais c'est une aventure humaine aussi, c'est que ça a un peu boosté l'énergie de l'équipe et la prise d'initiative. Donc, on sent plus de solidarité. Il y a des personnes qui vont au-delà de leur rôle ou de leur cadre ou mission pour atteindre un objectif commun. Et du coup, ça donne plus de solidarité et plus de prise d'initiative, ce qui aide aussi l'expérimentation, parce qu'on est dans un monde où on ne sait pas encore, on explore. Donc, on a expérimenté pas mal de choses, on continue à tester et on a un feedback qui permet justement d'améliorer ces points-là. Ok. Et la prise d'initiative un peu supplémentaire, etc., elle ne s'essouffle pas avec les semaines là? Non, je trouve que en fait, c'est avec le feedback que ça aide. On arrive tout de suite à dire ah oui, c'est bien, ou alors non, on va changer les choses. Donc,
Là, pour le moment, encore, je sais pas, hein, je reste encore mitigée, mais je trouve que tout le monde est encore est à l'aise en fait avec ce mode de fonctionnement. Il n'y a pas une lassitude là-dessus. Ok. On a le sentiment, de manière un peu générale, que l'agilité déjà en place sur les projets a offert quand même un cadre d'organisation du travail et des équipes qui est favorable aujourd'hui au fonctionnement en remote. Alors c'est un peu particulier de dire ça parce que nous, ça fait plus de 10 ans qu'on explique effectivement sur les projets en tant qu'agiliste que c'est mieux d'avoir des équipes colocalisées, d'être proche du client, d'être proche du product owner, du métier et que bah, vraiment la colocalisation sur les plateaux projets, elle est favorable à l'agilité. Et là, on est en train de constater que ça marche aussi quand même en étant à distance, mais on est quand même voilà, on est outillé pour suivre l'avancement, on est outillé pour suivre le process, on est outillé pour l'organisation des équipes et puis cette démarche toujours d'amélioration continue, puisqu'on verra aussi après, vous allez en parler, mais vous n'avez pas abandonné forcément les rétrospectives et tout moyen d'avoir en objectif l'amélioration du fonctionnement et de l'organisation des équipes. Donc, si on reprend un peu un des principes agiles qui est de favoriser en fait les personnes et les interactions plutôt que les process et les outils, bah là on est en train de dire en fait ça confirme qu'on a quand même besoin vraiment des deux. On a besoin d'outils et de process pour bien fonctionner avec les personnes et les interactions, et que les interactions, bah, vous continuez à les maintenir en faisant preuve effectivement d'adaptation parce que bah, les interactions, elles sont distantes, quoi. Du coup, ça amène ma prochaine question qui est vous, sur votre rôle. Vous êtes Scrum Master, donc un rôle central dans une équipe agile, puisque c'est la personne qui est vraiment au cœur de son équipe, au cœur de la mêlée. Qu'est-ce que vous avez dû faire évoluer ou quels sont aujourd'hui, en tant que Scrum Master dans votre rôle, les points de vigilance par rapport à votre fonctionnement en équipe dispatchée comme ça? Maxime, si tu veux démarrer. Bah, moi, je dirais que la première chose, et ce qui m'a fait le plus bizarre, c'est ce que j'appelle la perte de l'omniscience. Où avant, on était dans un open space et toutes les conversations qu'il pouvait y avoir entre les membres de l'équipe, j'avais toujours une oreille qui traînait, j'arrivais à savoir ce qui se disait, de quel sujet ils parlaient. Et du coup, comme ça, j'avais toujours une idée de là où on était chaque sujet et s'ils avançaient ou non. Et au début du confinement, il m'est arrivé à plusieurs reprises d'aller solliciter le PO, le lead dev pour leur dire bah, tiens, tel sujet ou tel autre sujet, j'ai l'impression que ça avance pas, qu'est-ce qui se passe, c'est bloqué. J'avais vraiment perdu cette notion d'avancement et du coup, c'est un premier point où j'ai dû trouver d'autres moyens de communiquer et de m'assurer régulièrement que tout se passe bien. Ça rejoint ce que je disais encore tout à l'heure sur la stratégie de communication que j'ai dû faire évoluer. Après, un autre point, et je dirais pour le coup très positif du confinement, c'est que ça a créé des réunions très pragmatiques et efficaces. On est passé de réunions qui parfois duraient à 1 heure minimum sur des sujets à cette même réunion en 25-30 minutes. On est beaucoup plus efficace, notamment parce que je pense que la notion du temps n'est plus vraiment la même quand on est chez soi. Et si on arrive à traiter un sujet plus efficacement, on peut retourner à ce qu'on faisait et être toujours aussi efficace. Et aussi, surtout, le fait que dans ces réunions avec les outils de visio qu'on a, la première chose qu'on fait quand on ne parle pas, c'est de couper son micro. Et en fait, ça évite beaucoup d'interruptions, parfois pour ajouter des éléments, mais pas forcément essentiels ou pertinents à la compréhension, ou d'autres fois simplement pour une boutade ou autre chose, qui fait que les réunions avant pouvaient dériver, et aujourd'hui restent très cadrées sur l'objectif de base, ce qui permet de gagner pas mal de temps. Et le dernier point qui a changé pour moi, c'est vraiment le fait de devoir m'assurer de la compréhension de chacun.
quand on a la personne en face, c'est toujours plus facile parce qu'on a ses réactions en temps réel et on voit tout de suite quelqu'un qui comprend pas quand on lui explique quelque chose. Là, avec les outils, si on a la visio, on peut y arriver, on peut se rendre compte quand la personne ne comprend pas. Mais quand on est juste sur un échange Slack, par exemple, un échange texte, il m'est arrivé d'expliquer quelque chose un peu technique pendant une demi-heure pour qu'au bout d'une demi-heure, en fait, on me dise bah, j'ai rien compris. Et là, il fallait recommencer et trouver l'autre mot. C'était un peu compliqué parfois. Ok. Mara, tu veux répondre sur cette question du rôle de Scrum Master isolé? Bah, je pense que ça rentre pleinement dans le rôle de Scrum Master qui est déjà de résoudre les obstacles et aider l'équipe à trouver son autonomie. Donc là, on est en plein définition de ce rôle-là. Pour moi, l'un des challenges, c'était le côté observation. Parce que moi, personnellement, j'avais toujours besoin d'observation pour savoir à quel moment il faut interagir ou pas, ou intervenir au sein de l'équipe. Donc là, à distance, si on ne te sollicite pas, c'est un peu dur en fait, de savoir quel est le bon timing pour réagir ou pas. Donc, au bout de ces 6 semaines, on commence à développer quelques astuces de savoir quelles sont les personnes qui sont plus à l'aise à venir chercher l'aide et les personnes, il faut plutôt aller vers elles pour savoir comment les aider. Sinon, un deuxième point aussi que je commence à remarquer là récemment au bout d'un moment, c'est qu'il y a comme c'est moins naturel ou spontané, on va dire, de communiquer. Donc, il y a parfois des sujets qui restent interpersonnels ou qui ne se partagent pas. Même en rétro ou autre, il y a des personnes qui sont un peu plus timides, encore plus en mode virtuel. Et donc, il faut trouver les moyens pour pouvoir remettre tous ces échanges ou ces remarques à l'équipe et pas rester au niveau d'individus ou interpersonnes. Donc ça aussi, c'est un challenge en rétro, du coup, à essayer d'aider les gens, enfin l'équipe, à retrouver la communication. Ok. Et toi, Julien? Moi, en fait, je dirais que ça n'a strictement rien changé à ce que je fais d'habitude. Peut-être juste un peu sur le fond, c'est toujours le même. Après, c'est peut-être plus la forme sur le côté éviter les longues conversations écrites sur Slack, c'est direct, essayer de favoriser un peu les échanges en direct et notamment avec la visio, parce qu'on s'aperçoit qu'avec le temps, au départ, nous, on ne le faisait pas forcément, et puis on a proposé, quand on utilise beaucoup plus souvent la visio, on voit que ça joue un peu sur le moral. Voilà, après, c'est essayer le taf habituel de mettre les bonnes personnes dans les boucles et parfois provoquer, c'est après un stand-up, voir qu'il y a un problème, on fait un call juste derrière avec les 2 ou 3 bonnes personnes sur le sujet. Après, il y a un peu même si c'était pas totalement nouveau, mais avec le confinement qui dure, c'est un peu le moral de l'équipe et surtout le moral de certains. Je vous montrerai ça tout à l'heure sur les rétros. Mais voilà, c'est essayer un peu de déceler les petits signes de fatigue psychologique en fonction des personnes. Et je dirais, il y a un autre aspect psychologique, c'est je m'aperçois que sur des calls que je peux avoir, généralement one-to-one, sur 35 minutes de call, je vais en passer peut-être 10-15 à vraiment parler boulot. Et après, c'est plus les gens qui veulent un peu me raconter leur vie. Et voilà, le besoin de parler aussi un peu d'autre chose et se défouler un petit peu, je dirais. Ok. Le rôle du facilitateur, Psychologue et servant de voilà. pouvoir. Après, dans les dérives aussi, je peux donner le cas on avait un dev qui s'emmerdait et qui du coup sur une feature qui devait qui devait lui prendre peut-être 2 jours et demi à le faire. Le mec a bossé toute la nuit. Voilà, ce genre de truc-là, on peut pas le contrôler, mais voilà, c'est aussi essayer de mettre un peu des petits stops et de dire que ça peut être bien, mais attention, ça peut avoir et des effets néfastes pour la personne et aussi pour l'équipe. Parce que forcément, une fois qu'on arrive à faire un effort sur quelque chose, j'ai envie de dire, l'effort, il est parfois redemandé malgré le sacrifice qui peut être fait, quoi. Donc voilà, c'est tous ces petits trucs-là d'équipe. Ok. Effectivement,
qu'on constate et ce que moi j'ai entendu aussi régulièrement, c'est que tous ces moments d'échange, qu'ils soient individuels ou collectifs avec les membres de l'équipe, c'est aussi ce qui va dynamiser et réénergiser les journées de travail de chacun. Chacun chez soi, si on n'a pas de contact, etc., on sait que on a une espèce de dynamique ou de motivation, des fois, ou morale carrément, qui peuvent s'essouffler et qu'à chaque fois qu'on a un échange avec quelqu'un, une petite réunion, etc., ça redynamise la journée de travail en tout cas. Donc, c'est assez intéressant. Après, sur le côté visio, pas visio, c'est marrant, ça discute pas mal sur le sujet en ce moment. Alors, c'est vrai que ça rajoute quand même une, une, une ou plusieurs dimensions dans l'échange. Là, on est content, on est 4, on se voit, mais il y a plein de gens qu'on ne voit pas, qu'on aimerait bien voir aussi, pour avoir l'impression d'être tous ensemble. Et en même temps, ce que j'entendais, c'est qu'effectivement, ça rajoute un peu de stress, la visio tout le temps. C'est-à-dire que les gens sont tout le temps devant leur caméra, à regarder, à être effectivement un peu dans une position fixe, à faire attention, etc. Et des moments, il faut savoir couper la caméra et juste on s'écoute et ça relâche un peu aussi l'obligation d'être bien et d'être présentable et d'être devant la caméra en permanence pour pouvoir échanger avec quelqu'un. Donc il y a un peu les deux, on entend un petit peu les deux. Bon, ça c'est une parenthèse, mais ça, ça discute pas mal sur le sujet. Donc je pense que c'est aussi un petit dosage. Il y a des choses qui peuvent se faire de temps en temps avec caméra et puis des fois on peut couper effectivement pour se concentrer sur les informations qu'on s'échange. Ça permet un peu d'enchaîner sur la question suivante. Là, on va rentrer vraiment dans du pratique, les rituels et les outils. Qu'est-ce que vous avez pu, depuis 6 semaines, faire évoluer ou tester? Qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Est-ce que c'est des choses différentes de ce que vous utilisiez avant? Maha, si tu veux. Oui, alors par rapport aux rituels, ce que je peux dire, c'est que nous, on a essayé de garder les mêmes rituels déjà, de ne pas trop en mode stress, vouloir chercher à mettre en place autre chose. Donc, c'est plutôt garder ce qui marche. Après, il faut bien sûr les adapter. Donc, là, pour des rituels où il y a besoin vraiment de vrais outils, comme pour la rétro, par exemple, où on utilise Fan Rétro, c'est un outil du coup que vous êtes en train d'utiliser là pour avoir du feedback. C'est vraiment simple et efficace pour bien structurer et animer la rétro. Pour d'autres rituels, on a plutôt opté pour la simplicité. Le backlog refinement, par exemple, c'est une simple conférence Skype en vote. Le planning poker, c'est plutôt dans la conversation et hop, ça fait l'affaire. Donc voilà, on a adapté un peu du coup les besoins. Un seul rituel qu'on a mis en place qui est nouveau, c'est un point énergisant à 9h du matin. C'est un kick-off de la journée. En fait, on lance la journée tous ensemble. Parce qu'en fait, au niveau des daily, c'est plusieurs équipes. Donc, on n'a pas un moment où on est tous ensemble. Quand on est en plateau, quand même, on dit bonjour, on est tous là, on se voit. Donc, 9h du matin, un petit point de 15 minutes, plutôt spontané, en off pour voilà, lancer la journée, dire qu'on est tous ensemble, même si on est à distance, on travaille, on lance la journée et voilà, ça permet de dynamiser les personnes. Ça, c'est par rapport aux rituels. Les outils, du coup, c'était ce qu'on avait mentionné, Fan Retro, Twist pour les canaux. Twist, c'est plutôt une alternative de Slack parce que chez BNP, Slack n'est pas autorisé. Pareil pour Zoom au départ, mais après, c'était plus aussi autorisé. Donc, on est plutôt sur Skype, sur les outils de base du groupe. Voilà, par rapport au rituel. Je ne sais pas si tu as vu. Ouais, c'est ça, du coup. Ok, donc ça me permet de rappeler Fun Retro, donc l'outil de rétro qu'on met à disposition là, pendant le webinar. Donc n'hésitez pas, hein, voilà, je vois qu'il y a 2 personnes qui ont déjà rajouté des cartes. Allez-y, c'est anonyme hein, pour ceux qui n'osent pas. Dites-nous ce que vous appréciez, ce que vous appréciez moins et ce qu'on peut développer peut-être en fin de webinaire sur le sujet qu'on est en train de partager. Julien, sur les rituels, les outils? Au niveau du stand-up, ça n'a pas changé grand-chose. On était déjà sur du Jira à présenter le board. Après, c'est plus dans l'organisation. Donc, c'est peut-être veiller à ouvrir un peu les rooms un petit peu avant que le temps que chacun puisse
puissent se connecter, d'éviter justement le côté ça commence à 10h et en fait on commence à 10h, 10h05. Au niveau de l'organisation, ça a été comme ce que je disais au début, c'est que nous on s'est mis sur un peu des streams de produits. Et donc, du coup, maintenant, avant, c'était chacun, en fonction du positionnement dans l'open space, faisait son tour de la journée. Là, on se focus vraiment stream par stream, quitte à ce qu'une personne qui a bossé sur les 2 streams intervienne 2 fois. Mais voilà, ça permet qu'on parle vraiment d'un sujet et on est vraiment updaté sur le sujet. Au niveau des grooming, on le faisait de temps en temps, mais là, on est plus en mode… alors, on a toujours le problème entre Slack et Zoom en fonction du nombre de personnes maximum sur les confs. Là, on l'a plutôt divisé en un grooming front et un grooming back avec, on peut voter directement sur l'écran. Du coup, ça permet de savoir. C'est là où ça a changé, c'était sur la rétro. Alors, on faisait déjà des rétros avec quelqu'un à distance, mais là, voilà, il a fallu trouver des outils. Je vais d'ailleurs vous en présenter un. Hop, donner un petit exemple. Donc, pour l'instant, on a essayé Mural. Alors, je ne vais pas vous faire avec un truc très, très classique. Ce qui s'est bien passé, ce qui ne s'est pas bien passé. Les idées qu'il peut y avoir. Alors, c'est une vraie rétro, hein, c'est la dernière rétro qu'on a faite. Ça permet aussi de voter plus rapidement. C'est un avantage par rapport au moment, quand on le fait physiquement, parce qu'il y a toujours ces trucs très cons, mais bon, il y a toujours un problème de quelqu'un n'a pas son stylo, ce genre de truc-là. Donc là, c'est quand même assez rapide. Et après, ça reste vraiment du classique. Hein. Remettre peut-être en avant ce qui s'est bien passé après le vote, mettre les quelques sujets. Alors, on a toujours nous le problème une rétro à presque 20, c'est assez compliqué parce que ça prend du temps. Donc voilà, après, c'est essayer de prendre les grands sujets et essayer de noter après les actions qu'on peut mettre en place derrière. Mais voilà. Et sinon, on avait aussi un espèce de petit rituel qu'on a gardé qui là est plus avec les stakeholders. C'est toutes les semaines, il y a un peu une présentation du lancement du nouveau sprint ou de là où on en est à mi-chemin sur notre sprint. Ok. Maxime, tu veux nous parler de tes outils? Oui. Alors, au niveau des outils, le premier constat pour moi, c'est que le choix de l'outil est important parce que effectivement, sur les premières rétros, il est arrivé qu'on passe 25 minutes à déplacer les post-it virtuels et à ne pas avancer sur la rétro en elle-même. Donc c'est quand même un point important à pas forcément négliger, à préparer en avance. Après, tous les outils qui ont été cités sont très bien. Après, j'en ai utilisé d'autres aussi, tels que Klaxoon et Draft, qui sont très similaires à celui que Julien vient de présenter. Le constat, c'est qu'effectivement, des rétros virtuels et tous les rituels en général à distance, ça fonctionne bien. Ça a été, je trouve, beaucoup plus simple que ce qu'on pensait de faire une rétro à distance. Il y a eu pas mal d'appréhension au début, on se posait des questions. Finalement, ça s'est fait et ça s'est très bien fait. Par contre, on a essayé les icebreakers, parce qu'on a pour habitude généralement de faire un icebreaker avant nos rétros. Et là, c'était une catastrophe. On n'a pas trouvé de format adapté, donc on a abandonné l'idée et on a hâte de pouvoir en refaire à nouveau. Un autre point, puisqu'on parle des outils et des rituels, notre rituel, c'est aussi le jeu de société pendant la pause du midi. Et on a plein d'outils en ligne qui nous permettent de continuer ça. Donc, on n'a vraiment finalement rien changé à ce qu'on faisait avant. Et le dernier constat, c'est qu'on a des daily stand-up qui sont beaucoup plus ponctuels qu'avant, puisqu'on est plus facilement disponible, je crois. Ok, donc ça c'est plutôt un constat positif, effectivement, de pouvoir conserver la même discipline d'une équipe
qui est distante. Alors ouais, tu parlais effectivement des jeux de société ou d'autres rendez-vous plus informels ou en tout cas moins professionnels, mais qui font partie de la vie des équipes au quotidien, un peu partout. Et c'est vrai que ça, on arrive toujours à compenser, ça reste de la compensation parce que les vrais moments, je pense, d'échange, des apéros, des jeux, etc., des pauses café, il manque toujours quand même une petite dimension de vrai lien social, mais ça n'empêche que c'est bien de continuer de trouver ce type de moments à partager où on va échanger d'une autre manière et sans forcément être uniquement sur l'aspect travail, quoi. On voit bien que ça se multiplie un peu les apéros virtuels tous ensemble. Moi, je trouve qu'on s'en lasse un petit peu parce qu'on a envie de retrouver un peu des moments encore plus conviviaux en présentiel. Et je pense qu'on a tous hâte de les refaire. Mais ça n'empêche que, en attendant, ça reste quand même des moments sympas qui sont partagés, qui font partie de la vie des équipes aussi, quoi. Donc, ça reste aussi un petit levier de dynamique dans les équipes. Alors, je jette un petit coup d'œil sur notre rétro qui se remplit un petit peu. Vous avez vu, les cartes sont pour l'instant masquées. C'est le principe de cet outil qui est assez sympa. C'est tant que la rétro n'a pas démarré, les cartes sont masquées. Chacun peut effectivement y ajouter ses points. Et puis, au moment où la rétro va démarrer, on va révéler les différentes cartes et ensuite, on va pouvoir voter sur les différentes cartes. Donc, on va se garder ça pour faire cet exercice dans 5 minutes. Je vais poser une dernière question à nos 3 Scrum Masters en essayant de se projeter un petit peu sur la suite. Alors, on n'a pas encore exactement la suite de l'histoire et puis ce n'est pas forcément les déclarations de cet après-midi qui vont nous éclairer sur comment vont vivre nos équipes dans les semaines qui viennent. On sait que le déconfinement ne sera pas aussi brutal que le confinement a pu l'être, que probablement on va nous inciter à continuer le télétravail encore quelques temps. Donc, on va vivre probablement plutôt une évolution du mode un peu très contraint actuel vers un nouveau mode nominal. Mais en tout cas, vous, par rapport à la suite, après 6 semaines, est-ce que vous êtes capable d'identifier un peu les changements que vous allez avoir envie d'ancrer dans le futur, quoi? Qu'est-ce qu'on peut garder de positif de l'expérience qu'on est en train de vivre et que vous allez essayer, vous, de pérenniser sur vos projets? Julien, si tu veux commencer. Alors, je vais commencer d'ailleurs en vous montrant encore un truc. C'est juste pour montrer que c'est efficace. C'est que voilà, là, c'est la vélocité de l'équipe. Donc, d'un côté les fronts, d'un côté les backs, et en rouge, vous avez le début du confinement. Donc, à part des petites chutes comme ça, qui sont plus des problèmes de recettes de notre côté, ou par ici, je vous ai mis un peu les moyennes, donc les moyennes des 3 derniers sprints qu'on a fait par rapport aux 15 derniers. Vous voyez que chez les fronts, on a exactement la même efficacité. On est largement mieux avec les dev back. Et sur un autre sujet front, mais qui est un peu à part, on est mieux. Donc voilà, j'ai vraiment envie de rester factuel. Et je voulais faire ce petit calcul-là. Et je pense que c'est aussi dû à, tu parlais tout à l'heure de tout ce qui est les petits moments conviviaux, le petit moment où on va prendre un café. Tous ces trucs-là, c'est bien. Et après, il y a aussi malheureusement le côté où dans l'open space, on est aussi souvent perturbé par pas mal de choses. Pas mal de gens qui viennent nous voir pour une question ou nous reposer pour une 5e fois la même question. Et là, j'ai l'impression que les gens sont beaucoup plus focus et peuvent vraiment se mettre sur un sujet sans être dérangés et ça avance beaucoup plus vite. Donc, je dirais que ça va être un des trucs à essayer de voir, c'est comment arriver à garder ces moments focus et éviter un peu entre guillemets, les petites nuisances qu'on peut avoir dans un open space. L'autre point, c'est aussi, comme on a déjà quelques personnes à distance, de toute façon toute l'année, ça va être essayer peut-être de trouver sur les rétros, de faire essayer de voir ce qu'on pourra tirer des outils qu'on utilise aujourd'hui
Et est-ce qu'il n'y a pas une nouvelle forme et d'autres formes à faire après confinement? Et après, parce que le gros truc, et je pense le premier travail qu'il y aura à faire après tout ça, ça va être déjà de faire une petite, c'est un truc classique, mais voilà, ça sera de faire une petite rétro de tout ça, de justement voir avec l'équipe qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Et aussi, moi j'ai 2-3 idées, comme je vous l'ai dit là, de choses sur lesquelles j'ai envie de continuer, notamment notre com au niveau des channels et des rooms Slack. Je pense que c'est un truc qu'on va pouvoir garder. Après, voilà, il va falloir, ça va être aussi à l'équipe de ressortir ce qu'ils ont bien aimé et de voir ce qu'on pourra en faire. Ok, merci. Maxime, quels enseignements? Pour moi, déjà, je vais rejoindre Julien sur pas mal d'idées. Effectivement, il y a des outils de communication qui ont été mis en place et que j'espère qu'on va garder. Des outils numériques qui ont été efficaces. Et avant le confinement, une rétro, en fait, quand tout le monde était présent, on n'avait aucun problème pour la faire, ça se passait bien. Quand on avait une partie à distance et une partie présente sur place, on avait du mal à trouver un outil qui permette de faire les deux à la fois. Et maintenant qu'on est tous en confinement, on a aussi des outils qui marchent très bien. Donc je pense qu'on va se repencher sur la question de comment mixer entre les personnes physiquement présentes et les personnes à distance pour les rétros. J'espère aussi qu'on va garder le pragmatisme en réunion, si ça peut permettre de gagner du temps. Et surtout un point, mais je pense même plus général à TF1 qui va en ressortir, c'est potentiellement un assouplissement des règles de télétravail. Maintenant qu'on a pu prouver que ça marche, il n'y a pas de raison que certains métiers qui aujourd'hui n'ont pas le droit d'en profiter chez TF1 ne puissent pas le faire après. Effectivement, on commence à avoir les premiers messages sur le constat de l'efficacité et la continuité des équipes depuis 6 semaines. Et le constat côté projet et côté client, effectivement, il est que ça fonctionne et ça fonctionne bien. Maha, si tu veux conclure sur cette question. Je pense que je vais y redire du coup exactement la même chose, parce que pour nous, pareil aussi, on remarque autant sur les 2 premiers sprints, on avait quelques craintes sur voilà, l'effet de tout ça sur notre vélocité. Donc, on avait un peu une vélocité chaotique, pareil pour aussi les outils de déploiement qui n'étaient pas prêts à ce mode à distance. Sinon, après, maintenant, du coup, on reprend, et ça, on le sait sur la vélocité moyenne en général, c'est pour ça on prend les 3 derniers sprints pour pouvoir parler de vélocité, parce que tout changement va affecter la vélocité tout de suite, et après, l'équipe, sur la durée, retrouve son équilibre. Donc, ça, on est en train de vivre aujourd'hui, et on est même en train de voir une amélioration de la vélocité moyenne, ce qui justement nous amène à commencer à analyser, de dire est-ce qu'on n'est pas plutôt plus productif étant chez soi, et en moins de contraintes, en tout cas de transport, voilà, de tous ces échanges, ces points en plus qui vont charger une journée de travail. Donc, on se pose ces questions-là. Donc, clairement, une rétro de post-confinement, c'est un point obligatoire pour déjà aligner tout le monde, pour voir le retour de chacun dans l'équipe. Moi, personnellement, ce que je vois aussi, c'est que les outils aussi collaboratifs à distance, c'est pratique, ça aide à structurer les choses. Et je pense qu'on va garder les outils les plus efficaces, même au-delà de cette période de télétravail. La partie aussi digitale du produit, surtout que nous, on part aussi sur une vision de plusieurs produits en même temps. Donc, je pense que le fait de garder tout ça en mode digital, ça aide aussi, pour les product owners, en tout cas, la gestion de leurs produits. Ça, c'est un deuxième point. Et le télétravail aussi, c'est une question, là, c'est au-delà de notre équipe et de notre projet. C'est une question qui va revenir, je pense, au niveau du groupe et de tous les contextes clients. Est-ce qu'au final, il ne faut pas garder aussi quelque chose de ce mode de fonctionnement? Ok. Je vais vous repartager du coup notre outil de rétro. On est arrivé effectivement à la fin des thèmes qu'on avait
prévu de partager. Il y a plusieurs questions dans le flux de conversation que je vais parcourir, mais juste avant, on va effectivement partager notre outil de rétro. Voilà. Donc, on peut maintenant voir un petit peu les sujets, les trucs et astuces agiles adaptés, le partage d'expérience, l'écarté, ok. Merci. Donc, je vous laisse découvrir un petit peu les cartes. Si, vous pouvez voter du coup sur certaines cartes pour utiliser une des fonctionnalités de Fun Retro et on se repenchera dessus juste après. Pendant ce temps-là, je vais essayer de voir les questions qu'on a dans le flux de conversation. Il y en a une là qui est un petit peu en marge de l'agilité, mais qui est sur effectivement l'adaptation des postes de travail. Je ne sais pas si vous avez des choses à partager par rapport à ça, puisqu'on a parlé de la partie informatique au départ du poste, effectivement, d'avoir les outils, les accès, le VPN, etc. Mais il y a un aspect poste de travail au sens plus large qui peut être important et qui peut, au fil des semaines, se révéler aussi important. Je pense qu'on le constate tous, hein, la façon dont on est correctement installé. On peut penser effectivement à tous les développeurs qui ont l'habitude quand même généralement d'avoir deux écrans d'une certaine taille, etc., pour pouvoir bosser convenablement. Probablement pas tous pu reproduire cet environnement chez eux. Est-ce qu'aujourd'hui, je pose la question à vous trois, il y a eu des aménagements particuliers ou est-ce qu'il y a aujourd'hui des obstacles, c'est-à-dire des gens dans vos équipes qui vous disent bah, moi, je ne peux pas continuer à bosser dans ces conditions, je ne suis pas correctement installé. Alors, si je peux me permettre de répondre. Alors, l'histoire dit que parmi nous, quelqu'un s'est bloqué le dos, sûrement parce qu'il était mal installé à son poste. Deux fois, Voilà. Donc, effectivement, il peut y avoir des contraintes. Nous, dans notre équipe, on a eu un développeur qui nous disait qu'effectivement, sans un deuxième écran, bah, ça le sentait pas mal pénalisé au niveau, donc, par manque d'outils ou sans certains outils de test qu'on pouvait trouver dans l'équipe QA qui était disponible à côté de nous dans l'open space. Donc tout ça, au début, bah, il a fallu trouver des solutions. Et ça a été essentiellement du prêt de matériel. Hein. Ils sont redéplacés, après avoir signé l'attestation, ils sont redéplacés jusqu'au local pour récupérer le matériel et pouvoir travailler chez lui confortablement. Après, il y en a aussi quelques-uns qui effectivement commencent à fatiguer un peu de travailler dans un espace parfois un peu petit. Et là, malheureusement, il n'y a pas forcément de solution. C'est une fatigue et une plainte qu'on entend, mais à part encourager et soutenir du mieux qu'on peut, il n'y a pas de solution à ça. Ouais. Et payer les séances d'ostéo. Voilà. Ça pourrait devenir un vrai sujet si, ce qu'on disait tout à l'heure, le télétravail prenait d'un seul coup une dimension supplémentaire en termes de volume et de nombre de jours, etc. Bah, la qualité de vie du travail à la maison, ça peut être un sujet important et la responsabilité aussi de l'entreprise par rapport à ça. Peut-être que ça reste encore assez flou, mais ça peut devenir un sujet si on pérennise l'activité. Alors, il y avait une question de Abid qui demandait si vous étiez 100% Scrum Master ou si vous aviez d'autres tâches, comme des tâches de dev. Bon, je crois qu'on peut y répondre. Vous êtes 100% Scrum Master. Après, d'autres tâches, on sait que le Scrum Master, il en a de très nombreuses, des tâches. Mais pas de dev, hein, je ne crois pas, parmi vous trois. Non. Non. Ouais, Oui. très léger. Sur deux, trois Alors non, pas de dev, mais j'ai effectivement un rôle Scrum Master et Product Owner à la fois. Ok. Il y a une question d'Olivier. Alors, Olivier, il est là. Je vais lui permettre de nous rejoindre à l'oral comme ça. Est-ce que ça fonctionne? Bonjour. Voilà.
Entendez? Oui, Bonjour Olivier. Je me suis Bonjour. dit que j'allais te donner la parole directement pour poser ta question. Je me demandais, en fait, Maxime parlait surtout au moment du confinement, de faire très attention aux communications, que ça soit concis et envoyé, que tout le monde soit au courant, mais pas parasiter les gens qui sont pas intéressés par le sujet et d'autres aussi. C'était quoi les outils que vous utilisiez pour ça? Que ça soit pas forcément que de la visio. Je suppose que vous n'allez pas faire une visio avec 50 personnes pour écouter les choses. À chaque fois qu'il y a un nouvel événement, sur l'avancée des projets, sur le support. Je ne sais pas si vous jouez aussi avec le support de vos projets, si vous vous en occupez, mais quand il y a des choses qui avancent ou des choses qui sont importantes à dire, est-ce que vous utilisez des outils pour ça particuliers? Alors, pas de grand miracle. Pour les réunions, c'est vrai que les visios, généralement, on ne les fait pas à chaque fois, ce que disait Xavier tout à l'heure. Des fois, il faut aussi se concentrer sur l'écoute. Donc, visio, pas toujours. Mais pour les éléments les plus importants, en fait, on utilise des listes mail, des listes de diffusion. Et potentiellement, ça arrive dans la boîte mail de gens qui ne sont pas directement concernés, mais au moins, on a une trace écrite et ça peut aider beaucoup parfois. C'est facilement lisible après, d'organiser ça dans sa propre boîte mail, les différents sujets que vous pouvez vous occuper. Je suppose que vous n'avez pas qu'un seul projet. Donc les listes de diffusion, c'est bien, mais les mails, ça arrive, ça repart, il y en a tellement. Moi, dans les projets auxquels j'ai travaillé sur beaucoup de projets. On en reçoit des tonnes de mails et on finit par plus les lire tellement qu'on en reçoit. Est-ce que vous avez ce problème-là? Nous, on est passé sur Slack pour ce genre de Ouais. com, justement. Et dans cette même idée, effectivement, nous, à l'inverse, on a des tonnes et des tonnes de channels Slack, mais parfois très éphémères. Et du coup, on n'utilise quasiment plus le mail. Moi, en fait, celui qui D'accord. m'envoie le plus de mails aujourd'hui, c'est Jira. Oui, Et du coup, finalement, non, c'est vraiment que les communications essentielles qui passent par mail. d'accord. Vous privilégiez plutôt les trucs comme Slack ou Teams ou des trucs Ouais. comme ça qui permettent de… D'accord. En fait, si je peux rajouter aussi, c'est le fait de comprendre l'objectif de chaque message ou de chaque conversation et d'avoir le bon outil pour le faire, en fait. C'est-à-dire Slack ou Twist ou tous ces canaux-là, c'est plus pour structurer les échanges en live, ce qu'on aurait pu avoir sur un plateau en mode dynamique normal. Les échanges par mail, c'est plus pour communiquer une décision finale ou quelque chose d'officiel. Après, il y a aussi même sur Jira en mode commentaire. Là aussi, on peut discuter sur un sujet, une US. Il y a plusieurs commentaires, donc les gens en discutent et comme ça, on garde trace sur l'US aussi. Donc, il y a plusieurs canaux. Après, pour le fait de partager le produit, nous, par exemple, on a une démo qui reste toujours… l'invitation, elle est ouverte à tout le monde. Donc, tous ceux qui veulent voir l'avancement ou l'incrément du produit peuvent se connecter à la démo pour voir les nouveautés du produit. D'accord. D'accord. Mais peut-être que là où vous travaillez, peut-être que toutes vos équipes ne sont pas même au-delà du problème de confinement. Peut-être que toutes vos équipes ne sont pas au sein même de là où vous travaillez. Vous avez peut-être des trucs à distance. BNP, c'est international. Vous avez peut-être aussi, peut-être que vous vous servez justement de cet outil Slack, pour pouvoir aussi converser avec l'international. Est-ce que ça, c'est un truc, ce nouvel outil que vous avez développé durant le confinement, est-ce que ça, vous pourriez vous en servir, continuer à vous en servir en dehors du confinement? Là, pour nous, c'est plus inter-équipe, c'est-à-dire c'est vraiment pour l'équipe de réalisation, on va dire, du produit. Les communications externes, là, il y a plus des référents, on va dire, ou des portes d'entrée au niveau de l'équipe qui, eux, ils ont un rôle de communication avec l'externe. Mais tout le monde n'est pas pollué par les communications externes. Je ne sais pas si je réponds à ta question, si j'ai bien Oui, compris. d'accord. Si, c'était ça que je voulais savoir. Ok, merci. Merci. Il y avait une autre question de David qui demandait quels sont les inconvénients pour le rôle du Scrum Master dans le contexte de télétravail. Qu'est-ce qu'on a de plus que ce qu'on a partagé là? Est-ce qu'il y a des inconvénients? Qu'est-ce qui vous donne envie de retourner au bureau là, le plus vite possible? L'humain. L'humain, c'est ce qui donne le plus envie d'y retourner. Après, non, pour moi, le principal inconvénient, c'est ce que je disais, c'est cette perte de suivi, d'avancement des sujets.
Ouais, il y a le côté, bah ouais, revoir un peu l'équipe et je dirais l'inconvénient, c'est de transformer son salon en bureau. Normalement, il y a toujours le côté prendre les transports et tout ça, ça fait quand même une coupure entre le boulot et la vie perso. Là, les deux, j'ai vu d'ailleurs que dans les cartes, il y avait un peu un sujet comme ça, mais voilà, le mélange vie perso, vie pro en même temps, c'est pas toujours évident. Voilà. Donc ça fait plein de post-it dans le salon, ça décore, c'est marrant, mais bon, c'est pas ce qu'il y a de plus joli forcément. Ouais, moi aussi, je partage, c'est l'humain en fait. Pour moi, le rôle de Scrum Master, c'est enfin, en tout cas pour moi, j'épuise toute mon énergie de l'équipe, de cette dynamique d'équipe. Donc parfois, le fait de retrouver toute seule toute la journée sans voir, sans l'équipe en live qui échange, ça me manque. Enfin, c'est quelque chose qui me donne l'énergie en général. Donc le côté extraverti peut-être, mais ça, c'est un inconvénient du télétravail, enfin, du confinement d'une manière globale. Ouais, surtout qu'on attend de vous, en tant que Scrum Master, que vous apportiez l'énergie dans l'équipe aussi, quoi. Ça fait partie du rôle, quelque part, de fournir de l'énergie. Vous avez le droit d'en prendre, mais vous êtes aussi attendu pour en fournir pas mal, donc il faut en avoir. C'est dans les deux sens du coup. Donc, Ouais. Ok, bah comme tu disais, Julien, c'est un des sujets. Là, j'ai repartagé la rétro sur la conciliation vie privée, télétravail, la frontière, etc. Elle est sur plein de dimensions. Il y a la dimension temps, effectivement, comment est-ce qu'on organise nos journées. On voit bien que la frontière, alors sur la pause déjeuner, c'est compliqué, mais même les débuts et de fin de journée, bon, c'est à chacun un petit peu de s'organiser, mais ça déteint l'un sur l'autre. Voilà, donc en tout cas, merci pour les retours. On voit sur les votes, il y a un peu d'attente par rapport au sujet, peut-être de traiter le sujet avec des PO, de traiter le sujet sur une organisation, les feature teams, donc comment est-ce qu'on organise les produits, est-ce que ça change quelque chose? Donc ça pourrait, je ne pense pas qu'on puisse développer, là il est déjà à plus de 18 heures, le sujet maintenant, mais en tout cas, ça peut nous donner l'idée. Et si parmi les gens qui nous entendent là, il y a des PO ou des gens qui veulent participer à un prochain partage d'expérience qu'on pourrait organiser, on va essayer de se pencher sur la question pour vous proposer ça. Voilà, ça permet de vous faire découvrir aussi ce petit outil de rétro. Un dernier, alors c'est pas pour regarder tout le détail, mais un dernier des outils dont on a parlé, ça c'est Miro par exemple, qui est aussi une solution qui permet de partager, c'est très souple en termes de propositions, de templates, etc., qui permettent un travail collaboratif. Donc ça c'est des outils en ligne gratuits qui permettent effectivement de faire une réunion de brainstorming, une rétrospective, enfin voilà, de poser des notes ensemble, de les réagencer. Et c'est des outils assez intéressants que vous pouvez utiliser sur vos projets. Donc là, ça représente le webinar et les différentes thématiques qu'on a évoquées et qu'on a partagées avec vous ce soir. Alors, est-ce qu'il y a une dernière question sur la conversation? S'il n'y a pas de questions supplémentaires, je pense qu'on va s'arrêter là. En tout cas, merci Maha, merci Maxime et Julien pour ces partages d'expérience. Peut-être qu'on se retrouvera un petit peu plus tard quand on fera effectivement un bilan encore un peu plus étendu de ça. On s'était dit que comme vous aviez chacun de votre côté l'intention de faire des rétrospectives du confinement, bah, peut-être qu'on ferait ensemble la rétrospective des rétrospectives du confinement pour voir un petit peu comment est-ce qu'on consolide un peu ces partages d'expérience et ces différents enseignements qu'on a à droite à gauche. Et puis on va aussi avoir d'autres projets, d'autres Scrum Masters qui vont nous alimenter aussi de
l'organisation et de la vie de leurs équipes. Voilà, quelqu'un qui veut participer avec nous. Bon, en tout cas, merci à tous ceux qui étaient avec nous pendant cette heure de partage. Et puis, voilà, on va, je pense, essayer de vous partager à nouveau des retours d'expérience autour de l'agilité dans les semaines qui viennent. Et puis, bonne soirée à tous. Et puis, malheureusement, restez chez vous. C'est encore la consigne d'actualité pendant un petit moment, donc on va s'y plier. À bientôt. Merci à tous. Au revoir. Merci.